à tous et bienvenue dans En roue libre, l'émission proposée par 40 millions d'automobilistes. Comme chaque dimanche, on se retrouve et cette fois, Laurence n'est pas là, donc je prends le relais, mais promis, elle sera là la semaine prochaine. Là, je me disais, elle avait changé quand même, Lolo. Elle a rajeuni. Ah, oh, si peu. Et tiens, Lolo, pam, pam, pam. Ça t'apprendra comme ça. Tu vois, quand t'es pas là, on te taille dès les premières minutes. Comme chaque dimanche, on se retrouve pour aborder des sujets qui vous concernent, vous, les automobilistes. Comme d'habitude, on est accompagné de Pierre. Voilà, toujours, Ça toujours à change ma pas. place. Oui, je la lâche pas, hein. J'ai le fauteuil, il est accroché. Celui-là, je suis pas prêt de le lâcher. Et cette fois, on est aussi avec Victorine que vous découvrirez un petit peu plus tard. Allez, on passe à la suite. Et tout de suite, c'est sortie de piste avec Pierre. Juste, moi, j'ai une petite question. C'est qui Victorine? Parce que, bah oui, depuis tout à l'heure, moi je vois, mais c'est qui Victorine? Tu connais pas Victorine? Non, je connais pas Victorine. Bah, Victorine, elle va bientôt lancer 2 émissions. Je vais la laisser nous en parler. Oui, donc je suis là pour vous présenter 2 nouvelles émissions qui seront diffusées tous les mercredis en alternance. Alors ça veut dire qu'en fait, on va te retrouver à l'écran avec 40 millions d'automobilistes. Parce que oui, le média 40 millions d'automobilistes prend un petit peu d'ampleur, Majadounette. C'est-à-dire qu'on va faire d'autres émissions. Et restez bien avec nous, parce que vous allez voir, un peu plus tard dans l'émission, on va vous présenter encore quelqu'un d'autre. Alors Victorine, tu vas t'occuper de quoi? Et qu'est-ce qu'il y aura à l'écran dans pas si longtemps que ça? Donc la première émission s'appellera Sous le capot. Donc elle sera présentée par moi-même tout simplement. Et donc on parlera tout simplement d'une question d'actualité, une question simple que les automobilistes sont susceptibles de se poser. Donc par exemple comme la fin du véhicule thermique en 2035. Donc 2 spécialistes seront là pour décrypter cette information. Philippe Nozière, le président de l'association 40 millions d'automobilistes, et Fabrice Godefroy, expert en mobilité et environnement. Et ouais, lui, il nous permettra de revenir à chaque fois sur ces questions que vous posez. Est-ce qu'il y a vraiment une fin au véhicule thermique en 2035? Est-ce qu'il faut y croire ou est-ce qu'il ne faut pas y croire? C'est un petit peu ce qui se passera dans cette émission très technique. C'est ça. Et puis, alors celle-là, elle concerne un peu les spécialistes, mais pas que, hein, parce que nous, on a commencé à voir un petit peu ce qui s'y passait. Je pense que ça vous intéressera aussi. Et puis, il y a une deuxième émission, Victorine. Oui, les avocats du permis de conduire. Ça parle de quoi, à ton avis, Jade? Peut-être du droit de la route? Ouais, tu crois? Ça parle de recettes de cuisine, non? Les avocats du permis de conduire, non? Ça doit être ça. Non, Jade a raison, justement, ce sera principalement sur le code de la route. Par exemple, est-ce que les radars tourelles détectent le téléphone au volant? Il y aura 2 spécialistes avocats du code de la route, maître Jean-Baptiste Yoska, que vous connaissez très bien, et maître Ingrid Attal. Et ces 2 émissions, c'est prévu pour quand? Normalement, si tout se passe bien, pour début novembre. Bon, on a hâte. Ouais. Moi, j'ai commencé à en voir un petit bout. C'est pas mal. Ça va vous permettre quand même d'avoir beaucoup de réponses à des questions. On a voulu vous proposer tout un package d'émissions. Donc, il y a En roue libre, vous commencez à connaître le format, mais vous voyez, on se développe et on va essayer d'apporter toutes les réponses. D'un côté, sur les avocats du permis de conduire, de l'autre, sous le capot. On rappelle, hein, ces 2 rendez-vous. Vous retrouverez Victorine très bientôt, entourée et bien entourée. Alors, beaucoup de garçons, c'est vrai, mais heureusement, il y a Ingrid Attal quand même. Ça va. Ça rattrape un petit peu toute la masculinité, je pense. Ouais, mais ça va. Là, déjà, je suis en minorité. Donc, Pour une fois. ouais, bah, oui, c'est vrai, c'est dur pour moi. Bon, allez, on passe à la sortie de piste. On passe à la sortie de piste. Bon, t'as pas voulu me dire ce qui se passait, mais je pense que ça va être croustillant. Je te Ouais. laisse la parole. Alors, j'ai pas voulu t'en parler parce que je pense que c'est une information qui va t'intéresser, Majadou. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai trouvé une métropole qui vous propose d'échanger votre voiture. Donc, forcément, j'ai pensé à ta petite Twingo. Et tu vas pouvoir l'échanger parce qu'on te propose de l'échanger contre un vélo cargo. Et j'étais... Non, t'as pas l'air emballé. Un vélo cargo. Oui, en fait, tu vas prendre ta voiture, tu rends les clés de ta voiture et on va te donner une aide à la place pour t'acheter un vélo cargo. Vous pourriez croire que c'est une blague, c'est pas de la blague. Je vous assure et regardez ce que je vous présente à l'écran. Si vous avez un véhicule qui est concerné par les zones à faible émission, vous savez, ces zones dans lesquelles vous n'avez pas le droit de rouler, eh bien, on vous propose pour les véhicules critère 5, critère 4 ou critère 3, obligatoirement mis à la casse, hein. Attention, hein. On va la détruire, votre voiture. Eh bien, vous allez pouvoir avoir une aide, en gros, qui va vous permettre de financer 55% d'un vélo cargo ou d'un vélo électrique. Moi, quand je vois ça, je me suis dit, Jade, là, ça y est, je suis sûr que tu vas sauter sur le vélo
Ah non, je suis pas sûre, parce que ma petite Twingo, elle roule quand même très bien. Mais, Pourquoi on l'emmènerait à la casse? mais tant pis, c'est ça l'écologie. L'écologie, c'est quand tu prends un truc qui marche bien et qu'en fait tu l'envoies à la casse pour t'acheter un vélo cargo. Ah, c'est un concept, mais moi, je suis pas preneuse, hein. Non, alors c'est pas grave parce que j'ai pensé à toi, Victorine, aussi, parce que je me disais que tu avais du mal à vendre ta voiture. Alors j'ai trouvé la solution grâce à ça. Tu vas pouvoir avoir un vélo cargo et quand tu feras par exemple un Paris-Le Mans, alors j'ai calculé combien ça faisait à peu près en vélo cargo, à raison de 10 km/h. Il te faudra une vingtaine d'heures pour pouvoir... Mais moins d'une journée à vélo? Oui, rien que ça. Non, t'es pas emballé? Non, merci. Ben voilà, alors vous voyez le genre d'idiotie, là où nous mène un petit peu cette écologie complètement stupide, elle nous mène à prendre des positions qui paraissent totalement délirantes. Et vous, est-ce que vous échangeriez votre voiture contre un vélo électrique ou un vélo cargo qu'on ne vous paye pas en intégralité? Ah non, ça Ça serait va être trop trop beau. facile. On t'offre, il faut que je prenne mes notes parce que même moi, c'est compliqué, hein. Si vous êtes une entreprise, je pense que ça va beaucoup plaire aux chefs d'entreprise qui nous regardent. On vous finance 55% de votre vélo électrique. Alors, elle est pas belle la vie? Vous jetez votre voiture et à la place, on vous offre 55% du prix d'un vélo cargo. Moi, quand je vois ça, il faut reprendre son souffle. Il faut regarder les calendriers, se demander si on est le 1er avril. Et puis quand on voit qu'on n'est pas le 1er avril, on se dit qu'on est tout simplement tombé sur la tête. Ah, franchement, ça fait peur, hein. Moi, j'échangerais vraiment, vraiment pas ma voiture contre un vélo. Non, puis alors d'un point de vue purement financier, je te le Ah déconseille. bah oui, C'est très pas, perdante. c'est pas la bonne idée. Bah, merci beaucoup Pierre pour cette information qui est un peu douteuse quand même. On se dit, ça paraît trop bizarre pour que ce soit réel. Et tout de suite, on va retrouver Louane qui, je pense, va encore faire des bêtises sur la route dans Conduite accompagnée. Bon, alors donc ça se passe bien alors les rallyes, hein, c'est ça? Ouais, ça se passe plutôt bien. J'ai hâte de passer pilote. Ah, d'accord. Peut-être pas les autres coureurs, non? Oh, si, je pense. D'accord. Alors, 1, 2, 3. T'as fait quoi là, Louane? Bah, je m'arrête. C'est ce que tu m'as dit la semaine dernière. T'as vu, j'écoute, hein. La semaine dernière c'était un stop, Louane. Oh, ça va, c'est pareil, c'est pas très loin. Puis c'est plus prudent, hein. Non? Non, c'est un stop, oui, tu t'arrêtes, tu comptes si tu veux, comme je t'ai dit. Par contre, céder le passage, s'il y a personne, faut y aller, hein. Parce que d'une, tu vas embêter les personnes derrière, mais surtout, ils peuvent te rentrer dedans, ça peut être dangereux. T'as eu le permis. Maintenant, il va falloir que tu le gardes. Voilà. Voilà, Louane. Et bah, j'y vais alors. Ah, non, mais là, il y a du monde par contre, Louane, là. Là, il fallait s'arrêter. Faut savoir, moi je comprends plus rien. Tu me dis tout et son contraire, je sais plus, hein. C'est tout simple, tu vois, à retenir, c'est que tu arrives à céder le passage, il n'y a personne, tu regardes bien à gauche, à droite et encore à gauche avant de démarrer, aucun problème, tu passes, mais t'es pas obligé de t'arrêter, c'est uniquement pour les stops. Ah, attends, t'as entendu le moteur? Ouais, Ah, il y a un bruit, hein? ouais, non, j'entends rien. Ah, si. Ouais, il y a un bruit là, attends, regarde, mets-toi là, attends, mets-toi là, juste là, voilà, stop. Tu penses qu'il y a un problème? Ah, sûrement. Oui. Ah, ça pardonne pas, hein. Ah Attends, ouais? vas-y. Ah oui, non, Bon, mais bah, vas-y, arrête-toi. ouais. Arrête-toi, voilà. Voilà, tu bouges pas. Et d'ailleurs, s'il y a un problème, je vais chercher quelqu'un, d'accord? Mais tu bouges pas, hein? Mais je t'attends. Oui, attends-moi. Bon, Louane, je crois que t'as pas compris le principe d'un céder le passage, hein. 1, 2, 3. Là, je peux y aller. Non mais tu fais n'importe quoi là, c'est pas possible. Bah déjà, c'est bien, et c'est compté jusqu'à 3, regarde. Ah oui, bah c'est déjà ça, parce que bon, le permis de conduire, je pense que ça va être à revoir, hein. Bon, on va rassurer tout le monde. Là, c'est la première fois que tu commets une infraction qui n'est pas pénalisée par le permis de conduire. Sur ton permis de conduire, finalement, au moins tu comptes, mais t'es plus prudente. Bon, Johan, je suis pas sûr qu'il remonte dans la voiture, hein, par contre, hein. Pas sûr. Et pourtant, allez, on va vous le dire, on va partir en retournée quelques-unes. Là, j'ai eu Johan en ligne, il va pas fort, hein, je préfère te le dire. Il se demande s'il va venir. Il a prévenu sa femme sur le départ du train, il est ok, c'est sur le retour où il est pas sûr de lui, quoi. Je pense qu'il va bien s'accrocher dans la voiture, hein. Et qu'est-ce qu'on fait quand le feu est orange? On s'arrête. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait s'il y a un piéton qui traverse? Mais réfléchis pas! On s'arrête, Louane, on s'arrête.
Bon, bah merci beaucoup en tout cas, Louane, pour cette petite bourde à nouveau en voiture. Et tout de suite, c'est le permis pas permis. Cette semaine, dans le permis pas permis, on s'est demandé si on a le droit ou non d'utiliser notre smartphone comme GPS. On allait vous poser la question. Est-ce qu'il est permis ou pas permis d'utiliser son smartphone en tant que GPS? Oui. Oui, à partir du moment où ça dérange pas. Pour moi, c'est permis. Permis, je pense. Non, je ne pense pas. Pas permis. Et c'est autorisé. On accueille Maître Yoska, notre avocat en droit routier, qui va sûrement pouvoir répondre à notre question. Maître Yoska, dites-nous, est-ce qu'on a le droit d'utiliser son smartphone en tant que GPS? Alors, c'est pas parce que tout le monde le fait qu'on a le droit, bien évidemment. Il faut se souvenir de l'époque, mais je vous parle d'un temps où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, donc vous l'avez pas connu, bien évidemment, où on avait quasiment tous les droits. On pouvait utiliser son téléphone portable au volant, et puis utiliser son téléphone portable comme GPS, et puis on s'est rendu compte, à tort ou à raison, on va pas revenir sur l'histoire du droit, qu'il y a eu un certain nombre d'accidents qui étaient corroborés justement à l'utilisation du téléphone portable. Donc le législateur a décidé de retirer le téléphone portable, l'utilisation du téléphone portable en tant que téléphone au volant, et il restait après la question subsidiaire de l'utilisation du GPS. Alors, le GPS, on a toujours le droit d'utiliser son téléphone portable en GPS, bien évidemment, en conduite. Ça pose aucune difficulté, vous avez un certain nombre de sites qui sont faits pour ça et qui sont la plupart du temps très opérants. Il se trouve que le corollaire, c'est qu'on n'a pas le droit de toucher son téléphone portable au volant. Donc, si vous le démarrez, vous êtes à l'arrêt, vous n'avez pas encore déclenché le moteur, et vous rentrez l'adresse et vous lancez la recherche, à ce moment-là, vous démarrez votre voiture et vous partez, ça ne pose aucune difficulté. En revanche, il y a un certain nombre de sites qui vous propose une deuxième configuration parce que entre-temps, il y a eu des bouchons ou entre-temps, il y a eu un accident qui s'est créé. Et là, à ce moment-là, le GPS va vous poser la question de savoir si vous voulez l'itinéraire bis, 1 bis, 2 bis, 3 bis. Et là, ça pose une difficulté. Donc, les sites qui sont bien faits vous proposent justement ces 3 possibilités-là et va réenclencher le 1 bis si vous répondez pas. Mais il y a d'autres sites où il faut absolument répondre parce que l'écran va être figé. Et là, à ce moment-là, ça pose une difficulté. Le mieux, c'est de s'arrêter quelques instants, de reconfigurer éventuellement sa course, de choisir le bon itinéraire et après de continuer sa route. C'est le mieux, ça évite vraiment une quelconque difficulté, ça évite surtout d'être distrait, ça évite un accident et ça évite surtout d'être pris par les forces de police au moment où vous allez reconfigurer votre course. Parce que ça risque de vous coûter cher en termes de points, en termes d'amende, et puis voilà, le permis de conduire, c'est un capital, il faut le préserver. C'est vraiment trop bête de le perdre juste parce qu'on a posé le doigt sur l'écran. Donc il est totalement interdit même de simplement toucher notre téléphone. À partir du moment où vous touchez le téléphone, c'est interdit et l'infraction est constituée, mais allons plus loin. Vous allez voir la folie du système. Vous avez votre téléphone portable éteint dans la main. Les forces de police n'ont pas la possibilité de savoir s'il est éteint ou pas et ça ne les intéresse pas. À partir du moment où vous avez le téléphone portable éteint dans la main, à ce moment-là, vous êtes en infraction. Et qu'est-ce qu'on risque du coup comme... 3 points, une amende de 90 €, 135, voire 375 si elle est majorée. Vous voyez que 3 points, ça représente quand même un quart du permis de conduire, donc ça peut coûter cher. Donc qu'est-ce qui change entre simplement toucher son téléphone et toucher un écran qui est déjà intégré dans la voiture? Ben, en fait, tout change, sauf que on pourrait se dire que c'est exactement la même chose, mais en termes de droit, c'est pas du tout la même chose. Si vous touchez l'écran tactile de votre véhicule, à ce moment-là, vous ne touchez pas le téléphone portable et c'est pas puni par la loi. Vous voyez bien l'aberration du système. Téléphone portable, vous le touchez, 3 points et une amende. Vous touchez l'écran tactile de votre véhicule, à ce moment-là, ça ne pose pas de difficulté. C'est pour ça que d'une façon générale, il faut mieux prendre l'appel sur, éventuellement, si votre voiture est configurée comme ça, l'appel directement sur l'écran tactile du véhicule. D'accord, bah parfait. Merci beaucoup encore une fois à Maître Yoska de nous avoir éclairé sur un sujet de droit. Et tout de suite, on passe au C'est quoi ce truc? Bon alors Gabin, qu'est-ce que tu nous présentes encore aujourd'hui dans C'est quoi ce truc? Bon alors, Jade, Pierre, aujourd'hui je vous présente ce panneau. Ça peut arriver à certains d'entre vous. Toi, ça oui. peut arriver. Dont moi le premier. Je présente souvent des panneaux qui décrivent mes galères tout simplement. Ah bah, Alors, ça t'est déjà arrivé?
Non, malheureusement, non, ça a failli Malheureusement. m'arriver, mais. Heureusement que non. Donc c'est le panneau, attention, ta voiture elle tombe dans l'eau. En quelque sorte, oui. Jade, tu penses c'est quoi, toi? Est-ce que tu auras le nom exact de ce panneau? Aucune idée, la Ah. voiture tombe dans l'eau, c'est tout. Ça- Si c'est ça le nom du panneau, il est vraiment nul à chier. Fin du match. C'est le panneau fin du match. Le panneau où de toute façon il va Ouais. se passer un truc On parce que coule. non mais si tu vois le panneau parce que on a compris le sens. Le panneau à mon avis ça veut dire un truc genre attention si tu continues à avancer ça va mal se passer. Mais admettons tu vois le panneau. T'as combien de temps pour réagir? Bah souvent c'est mis un peu en amont. En fait le panneau ça veut dire qu'il y a une débouchée sur un quai ou une berge. Donc c'est pour prévenir les automobilistes qu'il faut qu'ils fassent attention à leur allure parce que derrière il y a un coin d'eau qui les attend. Mais bon moi je me dis enfin si tu te ramènes à 130 sur un quai Mais non parce que ce panneau là je pense qu'il y en a pas sur autoroute. non. C'est Ça risque pas. c'est pas attention, il te reste 150 mètres et fin du match. Non, il est là lorsqu'il y a une vaste étendue d'eau. Mais enfin souvent on voit le quai ou la berge, c'est ça que je comprends pas trop avec ce panneau parce qu'à moins que tu regardes pas la route, tu sois comme ça en train de rouler et puis d'un coup tu fais oh j'ai les pieds mouillés. Enfin, Ce qui veut dire que t'es pas sur la route quand même. bon tu tournes un peu dans le vide quand même. Ça veut dire tu roules, t'es pas sur la route, la bagnole est fait comme ça. D'un seul coup, t'as un panneau qui dit attention, t'es déjà bourré, tu vas tomber dans l'eau. Ouais, non mais moi j'ai jamais vu le panneau quelque part sur la route. Je Moi le non connais. Mais non, jamais vu. Mais on retiendra quand même que malheureusement, ça t'est pas encore arrivé. Mais je pense que c'est bien qu'ils connaissent le panneau. Hein. Au moins quand je le verrai, je serai attentif. Mais pour tous ceux à qui c'est déjà arrivé, bon ils le savent, mais si ça vous arrive un jour, n'essayez pas d'ouvrir la porte parce que la force de l'eau va repousser la porte et vous enfermer dans la voiture. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de briser la vitre au maximum. Et oui, c'est important ce que je dis parce que ça Exactement. peut arriver à n'importe qui de briser la vitre pour s'échapper par l'eau et remonter à la surface. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, tout à fait. Et on a un petit outil qu'on avait présenté avec 40 millions d'automobilistes, un petit outil marteau brise-vitre qui s'appelle Rescue Me et qui permet justement de briser la vitre en un coup de poinçon. Et surtout, tu as raison, c'est le réflexe, c'est ne jamais, jamais ouvrir la porte d'un véhicule qui tombe dans l'eau. Et retiens bien ce qu'on te dit. N'ouvre pas la porte ce jour-là, gamin. Bah, super, en tout cas, merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Gabin pour tous ces conseils. Et je vous garde avec moi parce que tout de suite, on passe à Passion Auto. Bienvenue dans Passion Auto. Vous l'avez vu la semaine dernière, on était au salon de l'auto et on s'est rendu à un stand de voitures de cinéma, mais je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans la petite vadrouille de la semaine prochaine avec Jade. Sur ce stand, on a vu la Batmobile et aujourd'hui, on va parler de cette voiture mythique du film Batman. Et pour ces premiers Batman, c'était une Ford Lincoln Futura des années 55 qui était utilisée. La Batmobile n'avançait pas si vite que ça et du coup au montage ils ont accéléré quand la voiture roulait parce que dans la réalité elle avançait pas plus vite qu'un très bon scooter en fait. Pour les Batman suivants, on a mis la coque d'une Batmobile sur un châssis de Ford Impala de 5,7 litres avec un moteur V8 et on a rajouté des gadgets comme des mitrailleuses, des parachutes dessus, ce qui faisait une voiture impressionnante. Et dans le film The Batman, on s'est inspiré d'une muscle car des années 60-70 qui ont fait un véhicule plus brut et moins sophistiqué. Et pour le petit clin d'œil, en 2013, c'est une Batmobile entièrement fonctionnelle qui a été vendue aux enchères, inspirée des voitures des années 60-70 à 4,2 millions d'euros. Par contre, dans la trilogie Batman de Christopher Nolan, c'était une vraie voiture, une vraie Batmobile aux allures un peu plus militaires qu'on appelait plus communément la Tumbler qui elle était vraiment fonctionnelle et pouvait avancer à une vitesse de 150 km/h. Et pour les besoins de ce film, 6 exemplaires ont été construits. 4 étaient entièrement fonctionnels et cela a coûté 250 000 $. Et vous dans les commentaires, dites-nous quel est votre Batman préféré et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Passion Auto. Cette semaine, dans Ça me gonfle, on va parler... C'est qui? Lui? Oui. Tu connais pas Lenny? C'est qui Lenny? C'est Lenny. Pas Lenny qui? Lenny, celui qui va faire une émission bientôt. Aussi, de l'autre émission de 40 millions d'automobilistes. Encore une émission? Mais dis-lui bonjour. Bonjour, Bonjour Jade, ça va? ça va très bien et toi? Ça va super. Ça va Pierre? Bah ça va pas mal, mais moi je sais qui t'es, mais apparemment elle te connaît pas. Bon ça tu me connais pas. Bah, je te connais pas, tu peux me dire ce que tu fais ici? Moi je suis l'alternant de 40 millions automobilistes et je vais vous présenter un nouveau programme. Et c'est quoi ton programme? Alors, l'émission qu'on va vous proposer bientôt s'appelle Le Garage des légendes. Tiens, ça vous dit pas quelque chose, Le Garage des légendes, tiens? Moi ça me fait penser à une série ou quelque chose comme ça. Exactement Pierre. Bon,
Là, c'est un peu différent. Dans cette émission, on vous proposera de vous plonger au cœur des mythes, des légendes et des on-dit autour de la voiture et des automobilistes. Par exemple, tiens, donne-nous une question ou Un deux. petit exemple Pierre, bon, peut-être que tu connais la réponse. Est-ce que rouler les fenêtres ouvertes, ça permet de consommer moins? Fermer les fenêtres, on va consommer moins, mais si on met la clim... Hop, 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 je te coupe. On verra ça plus tard. On va pas le dire tout de suite, hein? Allez, moi j'en ai une aussi, il faudra que tu me dises, le Red Bull, ça marche quand on est crevé au volant, elle est prévue celle-là? Eh ben, elle est prévue, celle-là. Le café? Aussi. Donc Tout voilà, est prévu. vous avez compris. C'est super. L'émission que va nous proposer Lénie, ce sera ça, ce sera des questions simples que tout le monde se pose en voiture et qui vous permettent de pouvoir revenir dessus. Puis on ne dit pas tout, mais une petite surprise dans la façon dont on va faire cette émission avec Lénie. Allez, je vous donne un petit indice, un petit manteau en cuir. Et puis, j'en dis pas plus, la reste, on la retrouve quand cette émission, Lénie? Alors, pour cela, je vous conseille de vous abonner au compte Instagram, car c'est là que la date sera révélée. 15 épisodes, une saison, c'est bientôt. Bientôt, on la diffusera quel jour? T'as une idée? Vendredi. Ça, au moins, c'est sécurisé, ce sera le vendredi. Ça sera le vendredi et Super. ça va arriver très vite. On a lancé un petit peu, alors tu verras, maintenant tu sais qui est Lénie. Bah maintenant oui, mais j'ai hâte d'en savoir plus sur son émission. J'ai Et hâte d'en aussi voir de plus commencer. surtout. J'ai hâte que vous regardiez et que vous puissiez découvrir mon émission. En tout cas, merci beaucoup Lily de nous avoir présenté ta nouvelle émission et tout de suite on passe réellement au Sam Gonfle et on va te demander qu'est-ce qui pousse les automobilistes à rouler sur la voie du milieu? Parce que quand même plus d'un automobiliste sur 3 roule sur la voie du milieu sans jamais se rabattre. Ouais, parce que ce week-end, on sera nombreux sur les routes, Jade. On va être nombreux sur les routes et qu'est-ce qui va se passer? On a toujours le spécialiste, El Champion du monde, celui qui roule constamment sur la voie du milieu, celui qui a déplié la tente, qui est en camping, bref, celui qui nous embête un petit peu sur la voie du milieu, quoi. Je te vois me regarder bizarre. Bah moi je le fais. C'est toi sur la voie du milieu, hein? Je l'avais reconnu. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe quand même, parce que d'un point de vue des automobilistes, une étude de la société d'autoroute SANEF nous dit qu'en fait, on a 37% des automobilistes qui roulent sur la voie du milieu. Mais ça, c'est totalement illégal et on risque d'ailleurs une contravention, une amende pour cela. C'est une amende de seconde classe en France, vous risquez, et il va falloir lui mettre sa prune 35 € à chaque fois qu'on roule sur la voie du milieu. Ça y est, il n'y a plus rien sur ton compte en banque. Ah bah, Et sache que ce qu'on matérialise par une sanction de 35 € en France, ça peut monter beaucoup plus haut à l'étranger. Tiens, si on part un petit peu en petite vadrouille du côté de la Belgique avec Jade et qu'elle se met à rouler dans la voie du milieu, 135 € d'amende, la Belgique là-dessus, elle tape très très fort. ah oui là ça fait beaucoup et en plus je me disais quand moi je suis sur la voie du milieu je vois souvent des automobilistes me dépasser par la droite. Oui, Qu'est-ce c'est qui ça. risque? Parce qu'en fait, avec ta petite Twingo, tu roules pas vite sur la voie du milieu. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? On t'évite. Et quand on roule sur les autres voies, on pourrait se dire, tiens, on prend pas de risque, il n'y a pas de souci, on double en toute sécurité. Non, non, pas du tout. Lorsque l'on double sur la voie, quelqu'un qui roule sur la voie du milieu, eh bien, c'est la même chose. Cette fois-ci, vous risquez une amende et elle fait mal aussi. Cette fois-ci, c'est une amende de 4e classe. La différence, 135 € d'amende, c'est pas tout, c'est pas fini. Quand vous dépassez Jade sur l'autoroute, vous pouvez perdre 3 points sur votre permis de conduire, car dépasser par la droite est interdit, même si l'automobiliste que l'on dépasse est déjà en infraction. On dépasse par la gauche, on n'est pas en Angleterre. Mais du coup qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien à rouler sur la voie du milieu? Bah, je te le demande, mais j'ai peut-être une réponse et tu vas me dire ce que c'est, parce qu'on s'est intéressé du côté de l'association 40 millions d'automobilistes à cette question. On a voulu savoir ce qui poussait les usagers à rouler dans le milieu. Alors la première raison, c'est que la voie droite, elle est souvent surchargée de camions qui donnent la sensation à certains automobilistes qui sont dans l'obligation de zigzaguer parce qu'on est obligé de dépasser le camion, puis de revenir sur la voie droite, et au bout d'un moment, on en a marre, on part en camping sur la voie du milieu. Ça, c'est la première raison. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça? Oui. Ouais, la deuxième raison, par contre, c'est autre chose. C'est les nouvelles technologies comme le régulateur de vitesse qui nous incite, une fois qu'on l'a mis, à rester toujours à cette même vitesse. Et quand vous réglez votre régulateur, eh bien là, ça vous évite de la même manière le zigzag parce que votre régulateur, il se plante à environ 120, 130 km/h et qu'on sait que sur cette voie, eh bien, on n'aura pas trop à zigzaguer. Bref, c'est une sensation de sécurité. Je rajoute à cela que sur les autoroutes, notamment les autoroutes non concédées, celles de l'État, les camions roulent souvent le plus à droite.
donc la route est souvent abîmée sur la droite, et quand on est automobiliste, c'est souvent plus confortable de rester sur la voie du milieu. Voilà, il y a un peu de ça. Bah aussi, pas le régulateur, parce qu'évidemment, ma petite Twingo, elle est pas assez récente pour l'avoir. Le régulateur, toi, c'est le pied droit, c'est ça? C'est ça. Mais par contre, le fait des petites secousses avec les routes abîmées, ça c'est vrai, ma petite Twingo, elle résiste pas très bien au choc. Donc du coup, bon, alors sache quand même que c'est 35 €, et moi, quand je te double, c'est 135 €, et puis la perte de points sur le permis de conduire. Mais c'est dangereux quand même, hein. Mm. N'oubliez pas que souvent sur autoroute, il y a quand même les forces de l'ordre, et que si votre voiture, elle est un petit peu douteuse sur les éléments de sécurité, vous pouvez être arrêté pour ça et perdre des points sur votre permis de conduire. Bon bah moi c'est sûr, je vais retenir quand même les conseils de Pierre, parce que je préfère éviter une petite amende. Mais tu vas rouler à droite. Oui, Ouais, il y a eu une hésitation quand même. J'ai bien vu qu'il y a une hésitation. Non, tu vas rouler à droite. je roule à droite. Voilà, ça sinon c'est Louane, hein, c'est pas toi. Je suis pas Louane. Moi je sais conduire. Oui, Enfin à peu près. ouais, c'est ça, dans le milieu. Et tout de suite on lance le vrai ou faux. Je garde Pierre avec moi, Lénie je te dis à plus tard. À plus. Et c'est parti. Et tout de suite, dans le vrai faux, on s'est posé la question, est-ce que les voitures sans permis sont mieux entretenues que les véhicules légers? On allait vous poser la question pour connaître votre avis. Vrai ou faux, les véhicules sans permis sont moins bien entretenus que les véhicules légers. Faux à partir du moment où ils ont un contrôle technique. Je dirais faux. Je pense vrai. Vrai aussi. Je pense aussi. Je ne pense pas non plus. Moi je dirais que c'est faux. Je pense qu'ils sont moins bien entretenus, oui. Comme chaque semaine pour le débat, on retrouve Pierre, le DG de 40 millions automobilistes, et Bernard Brouillet, le PDG d'Autovision. Bonjour. Bonjour Bernard, qu'est-ce que c'est Autovision? Qu'est-ce que c'est Autovision? C'est une très grande maison qui est un grand opérateur de contrôle technique en France depuis plus de 30 ans. Le seul français d'ailleurs, hein. Et accessoirement, le seul français, bien évidemment. C'est quand même quelque chose. Et du coup, est-ce que vous pourriez me donner votre avis, vous, sur la question? Question importante, s'il en est, parce qu'on parle indirectement de la légitimité du contrôle technique. Aujourd'hui, le contrôle technique pour les véhicules des catégories L, catégorie dont fait partie les véhicules sans permis, nous démontre une surprise, une grande surprise. Et cette grande surprise, c'est de voir que ces véhicules-là sont refusés à plus de 30% des véhicules qui sont présentés. Ce qui dit en clair qu'un véhicule sur 3 n'est pas correctement entretenu. Ouais, j'ai vu ça. Alors ça, c'est ce qu'on ressort dans le baromètre, hein, Jade, avec 40 millions d'automobilistes. Nous, on retrouve avec Autovision un chiffre à quasiment 30% de contre-visite pour ces petites voitures sans permis. Moi, quand je vois ça, je me pose la question, Bernard, c'est quoi? C'est des petites défaillances, c'est un essuie-glace, c'est quoi là? Ah non, attendez. Quand on parle de refus d'un véhicule au contrôle technique, c'est quand même qu'il y a une défaillance importante. Vous savez que les défauts sont de 3 ordres. Il y a des défauts mineurs, qui sont des informations données à l'automobiliste pour entretenir correctement son véhicule. Il y a des défauts majeurs, et là, le véhicule est en refus, donc l'automobiliste dispose de 2 mois pour réparer son véhicule et le présenter à nouveau au contrôle technique. Et après, il y a le défaut critique, où là, le véhicule ne dispose d'un contrôle technique que de la journée pour pouvoir être réparé. Là, c'est alerte rouge, là, c'est quand on... Ah ben ça, c'est des cas particuliers. Mais revenons-en sur ces voitures sans permis. 1 sur 3, aujourd'hui, présente un défaut majeur de pollution, de pneumatique ou d'entretien général. Pneumatique? Ah, bien sûr. Oui, alors j'ai regardé un petit peu. On a trouvé quand même que les refus, dans les chiffres qu'on a croisés, 40 millions d'automobilistes avec Autovision, dans les cas de refus des contrôles techniques, notamment pour ces véhicules sans permis, dans 74% des cas, c'est des raisons de sécurité. Et là, ce que vous nous dites, Bernard, c'est les pneumatiques. Bien sûr. Est-ce que c'est les mêmes types de défaillances qu'on va retrouver aussi dans les autres catégories? On pense souvent notamment aux motos. Est-ce qu'on entretient mieux les motos ou moins bien? Alors, les motos, il faut regarder le spectre complet des 2 roues. Le spectre complet, on part des mobylettes, moins de 50 cm3, et on passe après à toutes les motos de plus de 50 cm3 jusqu'aux 1000 et quelques que nous connaissons bien sur les routes de France. Premier constat, c'est que les mobylettes, moins de 50 cm3, sont très mal entretenues. Plus de 17% des véhicules présentés sont en refus. Plus de 17%. Et nous procédons aujourd'hui, et ce qui est normal, à un contrôle allégé de façon à ce que les populations, les utilisateurs de ces véhicules apprennent ce que c'est que le contrôle technique et pourquoi ce contrôle technique est en place. Ça veut dire, c'est pas le même contrôle
pour les automobilistes que pour les catégories voiturettes et donc aussi les deux roues. Tout à fait. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que la directive européenne transposée en droit français nous impose du contrôle technique pour les véhicules légers, comme pour les poids lourds, c'est encore plus ancien, mais pour les véhicules légers, depuis 92. Donc il y a un certain temps d'expérience, d'habitude, et le Français a particulièrement bien compris que l'entretien de son véhicule était quelque chose d'important. Important en matière de sécurité routière, ce qui était évident, ça a été le premier combat après la création de la délégation interministérielle à la sécurité routière. Donc il y a eu limitation de vitesse, il y a eu les ceintures, il y a eu énormément de choses qui ont été mises, que ce soit de la sécurité active ou passive sur les véhicules, et le contrôle technique est venu renforcer ce dispositif pour s'assurer de la prise de conscience de l'entretien du véhicule. Depuis 30 ans, le Français est habitué à ceci pour ses voitures et il n'y a pas de souci majeur. Globalement, c'est accepté, c'est un fait social, il y a plus de 20 millions de véhicules qui sont contrôlés chaque année. Aujourd'hui, nous sommes à 6 mois de la transposition et de l'entrée en application du volet catégoriel de cette directive européenne. Et les constats que l'on fait, ils sont globalement de 3 ordres principaux. Premièrement, les catégories L1, donc les véhicules de moins de 50 cm3, sont très mal entretenus, 17% de taux de refus. Les motos, au sens large du terme, donc 50 et plus, sont bien entretenues. 8% quand même de contre-visite. Ben voilà, c'est le souci, il est là. C'est que si tous les motards étaient à l'identique des gens qui disent qu'ils entretiennent correctement leur véhicule, et ils ont raison, ces gens-là, mais si tout le monde le faisait, il n'y aurait pas de problème. Le seul souci, c'est qu'on a à peu près entre 8 et 10% selon les périodes de refus sur ces véhicules-là, et parmi les points principaux, il y a non seulement la pollution, et là je comprends qu'on ne puisse pas le savoir puisqu'il faut des appareils spécifiques pour mesurer, mais en même temps, il y a les pneumatiques. Alors je suis désolé, c'est le point visuel qui est vu par tout motard qui se respecte avant de prendre sa moto. Ce qui veut dire qu'il y a quand même pratiquement un motard sur 10 qui ne regarde pas son véhicule avant de partir. Et là on touche directement la philosophie du contrôle technique, qui est à savoir 1. Maintenance et entretien du véhicule pour la sécurité routière, et 2. L'entretien de son véhicule pour la sécurité environnementale. Parce que les émissions polluantes, excusez-moi, c'est l'environnement, c'est là que nous respirons dans les villes et partout. Moi, je me demande si le contrôle technique ne peut pas devenir finalement un allié aussi de l'usager. On voit arriver les zones à faible émission. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans l'émission des zones à faible émission, vous vous souvenez, j'aime pas trop ça. Mais ces zones à faible émission, on pourrait leur donner une crédibilité. Je pense qu'un véhicule qui du coup passe son contrôle technique et passe la norme anti-pollution, ça devrait suffire à avoir le droit de rouler. C'est ce que nous avons proposé, ce que nous demandons depuis un certain temps. Parce qu'il y a une cohérence effectivement dans l'ensemble de la réglementation liée au véhicule, la maintenance, l'entretien, le contrôle technique qui sert entre guillemets de juge de paix sur l'état d'entretien du véhicule. Et de ce fait-là, les zones à faible émission devraient effectivement tenir compte de l'état du contrôle technique plutôt que d'avoir un principe qui se base sur les critères de mise en circulation d'un véhicule. Parce que je suis désolé, alors là on va peut-être faire bondir certaines personnes, mais c'est quand même la réalité. Qu'est-ce qui se passe quand un véhicule est mal entretenu et qu'est-ce qui se passe dans un véhicule qui est correctement entretenu? C'est vrai qu'avec l'âge, on s'aperçoit que les taux de refus sont de plus en plus importants. C'est clair, c'est net, c'est précis, parce qu'au fur et à mesure que le véhicule vieillit, les gens ont moins envie de dépenser de l'argent pour l'entretenir. C'est comme pour nous finalement, plus le temps passe et plus ça se gâte. Je ne ferai aucun commentaire. Mais ceci étant dit, on s'aperçoit qu'un véhicule qui est correctement entretenu n'est jamais refusé. C'est comme nous. Et un véhicule de 4 ans qui vient au premier contrôle technique, eh bien on a des taux de refus évidents parce qu'ils ne sont pas entretenus correctement. Même les véhicules qui sont... Parce qu'on rappelle la réglementation, pour les automobilistes, au bout de 4 ans, vous passez au contrôle technique. Nous, on le sait. Pour les 2 roues et les quadricycles à moteur, c'est 5 ans. C'est 5 ans. C'est-à-dire que là, on est parti sur une réglementation un petit peu plus light. Premièrement, premier contrôle 5 ans, deuxième contrôle 3 ans après. C'est-à-dire qu'on est sur une périodicité aujourd'hui de 5, 3, 3. Là où pour le véhicule léger, on est sur une périodicité de 4, 2, 2. Et ad libitum, jusqu'à la fin de la vie du véhicule.
Et pour ce qui est de la non-présentation au contrôle technique, qu'est-ce que vous pourriez m'en dire? Alors ça, c'est un autre sujet qui a rien à voir avec la sécurité routière primaire directement, mais qui est quand même un phénomène de société qui se manifeste et qu'on arrive à mesurer malgré tout. On est en France, donc la réglementation, on a toujours des difficultés à la respecter ou à l'appliquer. Quand on peut passer à travers, on essaie de faire en sorte d'eux. On est sur des taux qui ne sont pas colossaux, on est à peu près entre 5 et 7% grossièrement de véhicules qui ne sont pas présentés au contrôle technique. Je ne suis pas persuadé que ce soit toujours les mêmes, mais si vous prenez les chiffres des véhicules qui ne sont pas assurés et qui circulent en France, vous avez à peu près le même taux. Donc Oui, on est grosso modo en parallèle entre les deux. Ouais, je faisais un petit rapport, 40 millions de voitures, 4 fois 5, 20, on est sur 2% à peu près du parc auto qui ne se présente pas au contrôle technique. On a 1 500 000 personnes sans assurance, effectivement. Et on a l'impression, enfin, moi je me mets souvent à la place de celui qui a un comportement un peu déviant, il a l'impression de se jeter dans la gueule du loup. Si on vient sans assurance au centre de contrôle technique, même si c'est pas lié. Alors, en France, c'est pas lié. Il y a d'autres pays européens où c'est lié. C'est-à-dire que vous devez présenter votre certificat d'assurance en même temps que vous présentez votre carte grise. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte... Moi, j'aime bien dire 40 millions d'automobilistes, c'est l'association qui défend la France qui s'arrête au feu rouge, celle qui respecte les règles. Je comprends que dans le tas d'automobilistes, dans les 2 millions qui ne sont pas passés au contrôle technique potentiellement, je comprends qu'il y en a, c'est juste... Ils ont oublié, j'en suis persuadé, ça se joue à quelques jours, quelques mois, ils ont zappé. Bon, ça, c'est pas très grave. Non, ce qui va me toucher, c'est ceux qui, véritablement, ont fait le choix délibéré de ne pas y aller, parce qu'ils savent que le contrôle, ils ne le passent pas. Ils ont peur de la défaillance critique. Alors, dans ce que vous évoquez, Pierre, il y a 3 sujets qu'il faut un petit peu séparer. Il y a l'oubli. L'oubli, c'est la nature humaine. J'ai oublié mon rendez-vous, je suis allé chercher, bon, bref. Mais je le passe. Je passe avec 3 mois, avec 6 mois, avec 1 an de retard. 1 an de retard sur 4 passages, vous voyez que globalement, vous en avez gagné au passage. C'est embêtant, mais c'est une infraction, mais c'est entre guillemets véniel. Après, il y a l'autre souci qui lui me gêne et qui est souvent mis en exergue, mais je ne suis pas persuadé qu'il soit réellement le plus pertinent, c'est le coût économique de la maintenance et de l'entretien du véhicule. Donc le coût de la pièce, le coût de la main-d'œuvre et ainsi de suite. Et donc c'est la capacité des ménages à consacrer de l'argent à leur véhicule. Et ça pose un problème assez important pour toutes les catégories de personnes qui ont besoin impérativement d'un véhicule pour aller travailler. Leur insertion sociale, leur insertion professionnelle passe par le véhicule. Et selon les types de familles, c'est loin d'être évident et ça ne passe pas toujours très facilement. Ça, c'est le deuxième critère sur lesquels je suis capable de comprendre sans aucun souci. Par contre, il y a une catégorie que je n'accepte absolument pas, parce qu'elle est en totale infraction, c'est la décision délibérée de ne pas aller au contrôle technique, comme de ne pas s'assurer. Parce que ça veut dire une chose très simple, ça veut dire qu'on se met en marge de la société, qu'on se met en marge de la règle commune pour le vivre ensemble, et que de ce fait-là, on fait supporter aux autres, premièrement, son risque d'accident, parce qu'il y a toujours un effet collatéral sur l'accident, et ce n'est pas que le conducteur qui est en jeu, c'est aussi ses passagers, c'est aussi les autres utilisateurs de la route. Et puis c'est aussi la pollution que l'on génère avec un véhicule non entretenu. Et ça, je trouve ça totalement incivique, c'est clair, net et précis, pour rester poli. Et je vous dis pas ce que je pense réellement. En tout cas, merci beaucoup Bernard Brouillet d'être venu nous parler de ce sujet-là. Et on passe à la suite, à la petite vadrouille. Aujourd'hui, dans la petite vadrouille, on s'éloigne un petit peu de ce qu'on voit d'habitude et on se retrouve ici, devant Zone 72. Mais vous inquiétez pas, je suis venue en voiture et je vous prépare quelque chose qui a un lien avec Halloween. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Est-ce que je peux vous demander déjà de vous présenter un petit peu? Ouais, alors moi c'est Julien, j'ai 36 ans et je travaille donc à l'Escape Game Zone 72 depuis 3 ans. Et moi pareil, sauf que c'est Mélanie et j'ai 34 ans. Super, et du coup c'est vous qui avez créé cet Escape Game? C'est ça, ouais. Alors on a d'abord créé un Escape Game sur Laval qui s'appelle Zone 53 donc en 2017 et ici Zone 72 au Mans depuis 3 ans. Ouais. C'est pas toujours facile, il y a des salles plus ou moins dures qui font plus ou moins peur aussi. Mais après c'est l'expérience qui compte beaucoup, quoi, à force d'en faire. Et tu penses qu'il y a un âge minimum avant de pouvoir y participer ou c'est vraiment pour tout le monde? Ça dépend de la salle.
On a une salle un peu plus frisson où on déconseille en dessous 14 ans. Et on a une salle beaucoup plus familiale où on dit souvent à partir de 10 ans pour que les enfants comprennent l'intérêt des énigmes, mais ça reste familial. Et justement, on approche d'Halloween, donc moi je suis venue un petit peu pour ça. Donc quel escape game vous pourriez me proposer? Alors il n'y a pas le choix, nous on a 2 salles. On a une qui est vraiment frisson, c'est Disparition, qui est une salle déconseillée aux moins de 14 ans, mais les réactions sont tellement différentes sur les groupes que c'est pas forcément les enfants qui ont peur. Ça peut être des adultes, des garçons, des filles. Voilà. Et je peux la tester? Il faut. Voilà. Super. Et il y a combien de taux de réussite à peu près pour celle-là? Il y a environ 60% de réussite. J'ai ramené ma petite équipe, donc on croise les doigts. Pas de problème, ça va le faire. Là, il y a des trucs qui s'activent avec des couleurs. Enfin, c'est rouge ou vert ou bleu. Bon, là, il y a un coffre. Ça fait 1, 2. Est-ce que lui, c'est le même? Bon, posons tout ce qu'on trouve Là, ici. atelier de couture. Ah, là, il y a les... J'ai très peur d'avoir peur. Attends, non, mais il y a des trucs sur chaque... Il y a des lettres. Chaque partie du corps. Enfin, sur chaque bocal, il y a une lettre. Tout va bien. J'ai trop peur. Voilà. Je Non, vous arrête. mens pas. Ensuite, UVD. Ça fait trop peur. Oui, vas-y. Non, toi. Allez. C'est toujours moi. Oui, mais toi, t'aimes bien les films d'horreur. C'est pas pour autant que j'ai envie d'y être. Moi, je vais pas là-bas. Oui. Le 3e. J'ai eu trop peur cette fois. Dépêche, dépêche. Ça a été? Ouais. On a eu bien peur, hein. Ouais. Plus elle Franchement. que moi, mais. Et encore. Ouais, moi j'ai kiffé. C'était vraiment C'est plus génial. recherché. Ouais. Et du coup, c'est vous qui réalisez un petit peu tous les décors ou... Ouais, on fait tout à deux donc avec ma femme et ma collègue du coup. On fait les scénarios, les énigmes, les décors, de tout de A à Z. Ouais. C'est pour ça qu'on met beaucoup de temps à créer une salle, ça nous prend entre 8 mois et 1 an. Ouais, j'imagine que ça doit être du travail, mais franchement, c'est réussi. Hein. Ah, merci. On a adoré. Voilà, c'est la fin de cette petite vadrouille. J'espère que ça vous a plu et que vous avez eu peur, parce que nous, oui. Un grand merci encore une fois à Zone 72 pour nous avoir permis de participer à l'escape game. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle petite vadrouille. Jade, et pour Halloween, est-ce que tu vas trouver des bonbons? Bah, je suis un petit peu grande maintenant, je pense. C'est quoi tes bonbons préférés? Les bubblies, tu sais, les petits trucs bleus et roses en forme de bouteille qui piquent un peu. Mais comment ça se fait que tu connais des trucs que je connais pas? Alors moi, c'est toi, Louane, ton bonbon préféré? Je suis très carambar. Ah ouais? Ouais. Ça fait mal aux dents, ça. Ouais. Ça va. Quel goût ton préféré? Bon alors, Louane, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous présente le liquide de refroidissement. Alors, à part son nom, est-ce que vous savez un petit peu à quoi ça sert? Refroidir. Mais encore. Refroidir le moteur? Ok, ça maintient le moteur à température constante. Mais du coup, comment ça fonctionne exactement? Ah bah tu vas nous le dire. Alors, en fait, le liquide il va circuler dans le moteur pour absorber toute la chaleur. Ensuite, il va passer par le radiateur pour le refroidir. Et ensuite, il retourne dans le moteur. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas mis de liquide? Alors, si on n'a pas mis de liquide, c'est plutôt problématique. Puisque ton moteur va surchauffer et ça va détériorer les composants internes, notamment le joint de culasse. Sauf que si le joint de culasse se détériore,
ça va entraîner une fuite d'huile. C'est le problème, c'est, tu vois, Gabin, quand il surchauffe, il a le joint de culasse qui lâche, et après, c'est là que tout tombe dans le studio, tu vois. On verra ça, à mon avis, vous verrez ça à la fin du déjanté. S'il a l'honnêteté de montrer les images où il se casse là, juste derrière. Bon, bref, excuse-moi. Bon, si ton moteur il surchauffe et que ton joint de culasse laisse passer l'huile, qu'est-ce qui se passe? Casse moteur très rapide. J'ai déjà fait l'expérience avec ma première voiture. Mais non, t'as eu une voiture avant ta Twingo? Oui. C'était quoi? C'était une Clio 4. Et alors? Non, une Clio 3. Ah oui, une Clio 2. Une Clio, quoi. Ouais. Bah, je l'ai acheté, le joint de culasse, en fait, il était percé. Ah oui, donc celui d'avant, potentiellement, c'était un vice caché sur les véhicules. C'est ça, bah, évidemment, je l'ai revendu, hein, parce que... T'as revendu une voiture? mais on n'a pas le droit. En disant les problèmes qu'il y avait. Et il y en a un qui l'a acheté? Ouais. Mais non. Si. Pour pièce, je pense. Oui, c'est ça, c'est de l'achat pour pièces. Bon alors, et comment on sait quand il n'y a plus de liquide de refroidissement dans une voiture? Alors, tu vas avoir un voyant qui s'allume, mais à ne pas confondre avec le lave-glace. Parce que ce voyant, c'est un petit thermostat qui est dans un liquide. Et s'il s'allume en orange, c'est pas bon signe, on s'arrête. Et on peut en remettre nous-mêmes? Oui, c'est très simple, il suffit d'en acheter. Le prix, ça varie de 5 à 15 € environ. Et tu peux en remettre directement toi-même dans le moteur. Et justement, encore une fois, à ne pas confondre, il se situe généralement à côté du lave-glace. Aïe! Comment... C'est bien écrit dessus, il y a Il y a le logo. Et est-ce qu'on donne une distance à parcourir ou une durée avant d'en remettre? Est-ce qu'il y a des... Pas spécialement, il faut surveiller régulièrement, surtout quand on fait avant de faire des grands trajets, on surveille un peu tous ces niveaux et on fait attention, il y a les jauges maximales. Et dès que ça s'allume, on court chez Gilles. C'est ça, on court chez Bardal et on remet du liquide de refroidissement. En parlant de Gilles de chez Bardal, je crois qu'on va passer à la galère de Gabin. C'est parti, merci Louane. Bah Gabin, qu'est-ce que tu fais là? Sonia, tu tombes bien. J'ai été recalé, j'ai une grosse galère au contrôle technique anti-pollution, là, je sais pas quoi faire. Ah, bon bah écoute, attends Gilles, il va arriver. Ok, je l'attends. Merci Salut. Sonia. Bon, là, Gilles, je comprends plus rien. Je vais au contrôle technique pour l'entretien de mon véhicule. Je passe pas à cause de la pollution. Alors là, c'est grave. Là, c'est grave parce que tu vas être obligé de passer une contre-visite. Oh non, pas ça. Et si. Et pour passer cette contre-visite, et pour être sûr de la passer sans devoir en passer une troisième, il faut que tu règles le problème. Alors, tu as deux solutions. Ou tu remplaces chez un spécialiste toutes les pièces qui sont concernées par cette pollution excessive, Okay. ou alors tu tentes un traitement avec les produits Bardal que tu ajoutes d'un côté dans le réservoir pour décrasser toute la partie alimentation de carburant, et un autre produit que tu rajoutes dans ton carter d'huile pour éviter les surconsommations d'huile et donc l'émission de fumée à l'échappement. Okay. Et c'est simple à mettre? Alors oui, tu ajoutes le produit dans le réservoir pour le décrassement moteur, tu as une version essence et une version diesel, et le traitement d'huile, tu le rajoutes dans ton carter, donc là où tu mets ton huile, où tu remplis ton huile dans ton moteur. Okay, très bien. Alors ça va te permettre d'éviter l'émission donc, de particules par la remontée d'huile du bas moteur vers le haut moteur, donc une surconsommation d'huile, et ça va te permettre, avec le décrassant moteur, de décrasser tout le circuit d'alimentation en carburant, et donc de retrouver une émission des gaz polluants, donc normale à l'échappement. C'est facile, et tu peux trouver ce produit où tu le souhaites. Et là, on peut aller tester? Alors, tu devras évidemment faire rouler ton moteur pendant à peu près 200 km pour que les produits agissent, et c'est après que tu pourras donc retourner dans ton centre de contrôle technique et tu verras la solution donc, pour passer cette contre-visite avec succès. Pas de pied de scouteuse, pas de panne excessive, pas de grosses dépenses, avec donc le pass contrôle technique Bardal. En même temps, tu vas diminuer ta consommation de carburant, tu vas retrouver ta puissance et donc tu éviteras des pannes à l'avenir. Ok, très bien. Bah, je te remercie Gilles, ça va peut-être me sauver le contrôle technique. Bah écoute, on est là pour ça. Allez, viens, on y va. Tu vois, dans ton kit, tu as 3 choses. Tu as le produit qui va dans l'huile, tu vois. Ok. Et tu as le décrassant moteur que tu mets dans ton réservoir. Ok, très bien. Jusque-là, c'est facile. Décrassant moteur. Alors, je vais poser la petite boîte comme ça. Ok. Et ça, on verra ça après. Alors, pour le produit que tu dois mettre dans ton huile, eh bien, tu vas dévisser le bouchon pour remplir donc le carter d'huile.
et tu vas tout simplement ajouter le stop fuite, le stop fumée, donc Bardal, dans. Ah ouais, ok. Tu vois? Très Tu as bien. juste besoin de dévisser ton bouchon et d'ajouter l'intégralité du produit dans donc, ton carter d'huile. Ok, très bien. Tu vois? Super. Donc ça c'est facile. Une fois que tu as vidé, eh ben, la partie huile, c'est fini. Donc tu n'auras plus de remontée d'huile et de consommation excessive d'huile, donc d'émissions de fumée à l'échappement trop importante et qui empêche le passage au contrôle technique anti-pollution. Très bien. Ça c'est pour la partie huile. Pour la partie réservoir carburant pour nettoyer le circuit d'alimentation en carburant, tu as le décrassant moteur Bardal. Donc là c'est facile, tu dévisses ton bouchon tout simplement, hein, c'est pas compliqué pour toi, tu vas y arriver. Tu prends le prolongateur que tu visses sur le flacon, tu vois, et ce prolongateur ça va te permettre de pousser. Il y a un clapet, hein, quand tu fais le plein, exact. Tu pousses un clapet, et ben ce prolongateur il va pousser le clapet et ça va te permettre de vider le produit dans le réservoir. Super. Alors je te montre. Allez. Donc là, tu vois, j'ai vissé le prolongateur sur le bidon pour pouvoir donc pousser. Tu vois le clapet qui est là. Ouais. Pour pouvoir pousser le clapet, tu vois, hop, et bien verser le bidon. Et voilà. Et là je le visse, je le verse. Et voilà. Tu vois, entièrement. Une fois que c'est terminé, tu retires, hop, et c'est fini. Et le produit fait son effet quand tu roules. Voilà. Et après, tu roules 200 km à peu près, avec les deux traitements. Et après 200 km, tu peux retourner au centre de contrôle technique. Tu vas passer ta contre-visite sur le contrôle technique anti-pollution sans aucun problème. Ah, et c'est réglé. Ouais, merci et voilà. beaucoup, Gilles. Hein. Bon, allez. Merci Ciao. encore une fois. Allez, je te laisse en souvenir. Salut, Gilles. Salut. Bon, Gabin, on dirait que tu l'avais senti qu'on allait parler contrôle technique cette semaine. Ouais, je le sentais, Jade. C'est pour ça que, évidemment, j'ai eu une galère avec le contrôle technique. Je suis allé voir Gilles. Encore une fois, merci à Gilles Rigaud de Bardal de nous aider dans toutes mes galères. Merci à toi, Gabin, pour toutes ces galères. Ça nous fait bien rire chaque semaine et tout de suite, on passe au bonus assuré. Bonjour Olivier. Bonjour Jade. J'avais une question aujourd'hui. Imaginons que ton fils vient d'avoir son permis et qu'il a fait de la conduite accompagnée. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? De venir sur ton assurance ou de prendre une assurance complètement à part? Alors c'est un sujet assez intéressant, hein, d'accord, parce que l'assurance jeune conducteur est très chère, hein, puisqu'on n'a pas d'expérience. Hein, donc on le sait que pour les jeunes conducteurs, pendant 3 ans et surtout la première année, les assureurs ont la possibilité de majorer de 100% la prime d'assurance. Donc c'est pour ça que les tarifs d'assurance automobile pour les jeunes conducteurs sont très très élevés. La moyenne nationale, on est environ à 651 € au niveau national. Pour les jeunes conducteurs, on passe à 1 200 € en moyenne. Donc on voit bien qu'il y a une différence très importante. D'accord ? Donc le conseil qu'on pourrait donner à ce moment-là, c'est soit, si c'est réellement un conducteur secondaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit lui le conducteur principal, parce que là c'est une fausse déclaration, et on l'a vu et on le verra dans d'autres chroniques, il ne faut surtout pas s'amuser à ça, parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Mais si c'est vraiment un conducteur secondaire, il faut l'inscrire sur son contrat, sur le contrat d'assurance du père. En l'occurrence, si c'est mon fils, je vais le prendre sur mon contrat d'assurance et le déclarer comme conducteur secondaire, d'accord ? Et ensuite, au bout de 3 ans, justement, ça lui permet de se constituer un historique, donc de faire évoluer son coefficient aussi de bonus-malus, donc il aura des antécédents d'assurance, ce qui lui permettra ensuite de payer moins cher sa prime d'assurance quand il voudra s'assurer à titre de conducteur principal. Et ça n'est valable uniquement si c'est le cas, c'est-à-dire que si c'est vraiment un conducteur secondaire, c'est-à-dire un conducteur occasionnel du véhicule. S'il prend le véhicule tous les jours, là on est dans le cas de la fausse déclaration, parce qu'il doit être déclaré en tant que conducteur principal. Mais dans ce cas-là, s'il est déclaré en tant que conducteur principal, est-ce que tu peux rester toi aussi conducteur principal au même titre que lui? Alors non, là il faut prendre un contrat à son nom directement, en tant que conducteur principal, d'accord, donc il va malheureusement payer cher. Mais s'il était en conduite accompagnée, il y a une minoration quand même des surprimes. C'est un avantage parce qu'il y a moins de sinistralité. Les assureurs font des statistiques, c'est un métier de statisticien, le métier de l'assurance. Donc ils ont observé que les gens qui étaient en conduite accompagnée avaient moins de sinistres, donc c'est pour ça qu'ils n'appliquent pas une surprime de 100%, elle est réduite de moitié, année après année. Donc c'est intéressant de passer son permis en conduite accompagnée, ça permet de payer moins cher son assurance automobile. Donc s'il est conducteur principal, il prend un contrat à titre de conducteur principal directement.
Et si malheureusement ton fils a un accident avec cette voiture, qui aura le malus? Ce sera toi ou lui? Est-ce que le CRM est regroupé pour vous deux? Alors le coefficient bonus-malus est toujours attaché au conducteur principal du véhicule. Donc c'est moi qui serai pénalisé. Ok. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. Non, mais en fonction de... Après, c'est un arbitrage entre coût de l'assurance, s'il s'assurait lui directement seul. S'il est vraiment conducteur secondaire et conducteur occasionnel, ça vaut la peine, sur les 3 premières années, pour qu'il se constitue son historique d'assurance et qu'il ait des antécédents d'assurance, pour ensuite pouvoir voler de ses propres ailes et pouvoir s'assurer en tant que conducteur principal quand ce sera le cas. Super, et bien merci beaucoup pour toutes ces informations et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau bonus assuré. À la semaine prochaine, avec plaisir. Bon, vous l'avez vu, les assurances, il ne faut surtout pas jouer avec. Encore une fois, un grand merci à Olivier Moustakakis, le cofondateur de Assureland.com. Et maintenant, Gabin nous réserve encore des surprises. On passe au déjanté. Bon, depuis plusieurs semaines, vous avez compris, j'ai pas mal de galères et je casse tout. Et ben aujourd'hui, la preuve en image. Dépasse par la droite. Ouais, alors... Non, Gabin, mais c'est pas vrai! Est-ce que vous avez compté cette semaine dans la petite vadrouille combien de fois Jade disait le mot peur cette semaine? J'ai très peur d'avoir peur. J'ai trop peur. J'ai très peur. J'ai trop peur, arrête. J'ai trop peur. Ça fait trop peur. Arrête, j'ai trop peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai très peur. Ça fait trop peur. J'ai eu trop peur cette fois. On a assisté à une séquence un peu bizarre en off cette semaine. Ouais. Toujours trop. C'est pas drôle et c'est gênant. Et on a aussi assisté au casting de Lenny. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez qu'il peut devenir acteur. Vas-y, fais-nous la joie. La peine? Le stress? Ah ouais, c'est les mêmes. Le cas une émotion. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve comme chaque dimanche la semaine prochaine. Un grand merci à Gabin, à Louane, à Pierre, à Maître Yoska, à Victorine et Lénie qu'on a découvert cette semaine. Et merci aussi à Bernard Brouillet qui est venu nous éclairer sur les sujets du contrôle technique. Et on a hâte de te retrouver Laurence la semaine prochaine. Gros bisous.